Donc, le troisième groupe va venir vous présenter ses résultats sur le dépérissement. Donc, on l'a vu jusqu'à présent, on n'a pas eu à l'échelle du PNR des Pyrénées ariégeoises de dépérissement de grande ampleur comme ce qu'on a pu avoir par exemple dans les Vosges ces dernières années. Pour autant, suivre l'état de santé des forêts, c'est essentiel pour comprendre les causes de vulnérabilité des différentes essences, pour pouvoir anticiper les changements à venir, s'y adapter. Donc, dans le cas avec notre groupe, nous avons étudié la détermination des facteurs liés au dépérissement des principales essences de production dans le but de réaliser des cartes de vulnérabilité. Donc, c'est une approche un petit peu différente de celle des groupes précédents, toujours pour étudier l'état de santé des forêts. J'ai commencé par vous présenter un certain nombre de choix méthodologiques que nous avons dû faire avant de commencer notre étude. Nous avons dû évidemment tout d'abord choisir les essences sur lesquelles nous allions travailler. Nous en avons choisi 6, c'était le hêtre, le sapin, le châtaignier, puis les chênes sessiles, pubescents et pédonculés. Nous avons dû également choisir une zone d'étude qui soit suffisamment large pour que l'on ait à la fois suffisamment de placettes avec lesquelles travailler et puis qui recoupe aussi des gradients écologiques suffisamment larges pour calibrer nos modèles. Donc finalement, nous avons choisi de travailler à l'échelle de l'Ariège et des 4 départements limitrophes. Vous pouvez voir sur la carte l'emprise de cette zone d'étude étendue. Nous avons également choisi avec quelles données de santé des forêts nous allions travailler. Nous avons décidé de travailler avec les placettes de l'IGN-IFN. Et enfin, une période d'étude également qui soit suffisamment récente puisque nous souhaitions étudier l'impact des événements climatiques récents et l'état de santé actuel des forêts, et puis qui soit suffisamment longue pour que l'on ait suffisamment de placettes. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur la période 2017-2021. Il nous fallait ensuite choisir avec quelles variables indicatrices de la santé des forêts nous souhaitions travailler. À partir des données contenues dans l'inventaire forestier national de l'IGN, nous avons choisi de créer une variable de la manière suivante. À l'échelle d'une placette, nous avons sélectionné les arbres qui, pour une naissance donnée, étaient dominants ou codominants. Le fait de ne pas prendre les jeunes arbres et nous permettait d'éviter de prendre en compte la mortalité par compétition, dont on sait qu'elle est une cause majeure de la mortalité des arbres dominés. Ensuite, pour un arbre dominant choisi, nous pouvions le classer dans 2 catégories. Soit il présentait moins de 5% de mortalité de branche, auquel cas nous le considérions comme sain, soit il présentait plus de 5% de mortalité de branche, et éventuellement jusqu'à 100%, donc nous avons inclus les arbres morts, auquel cas nous considérions cet arbre comme présentant des signes de stress. Je précise que pour les arbres morts, nous n'avons pas pris en compte l'échablis afin de ne pas prendre en compte la mortalité due au vent, et nous n'avons pas non plus pris les arbres morts depuis plus de 5 ans pour nous concentrer sur des dépérissements récents. Enfin, nous avons agrégé ces données à l'échelle de la placette. Et donc, pour même une placette, soit elle présentait moins de 20% d'arbres considérés comme présentant des signes de stress, et donc dans ce cas-là, nous considérions cette placette comme saine, ou elle en présentait plus de 20% d'arbres présentant des signes de stress, auquel cas la placette était considérée comme présentant des signes de stress, ou on peut dire aussi des signes précoces de dépérissement. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'on va travailler pour la calibration de nos modèles à l'échelle de la placette. Les individus statistiques seront des placettes. Nous avons choisi un seuil précoce. On parle de signes de stress ici. Ça ne veut pas dire qu'on a une mort prochaine et probable de tous les arbres sur la placette, mais c'est un seuil qui était en fait adapté à l'état actuel de santé des forêts du parc, puisque, comme on l'a dit, les dépérissements sont encore faibles à l'échelle du parc, et donc de prendre un des seuils plus élevés nous aurait conduit à avoir beaucoup trop peu de placettes pour pouvoir calibrer nos modèles. Avant de réaliser, de vous expliquer comment nous avons calibré les modèles et quels résultats nous avons obtenus, nous allons faire un rapide état des lieux de l'évolution de l'état de santé des essences que nous étudions et de leur état actuel. Donc, en ce qui concerne l'évolution de l'état de santé, vous avez ici cette évolution sur la période 2009-2021, avec donc à l'échelle de la zone d'étude étendue présentée plus tôt, et puis à l'échelle du parc naturel des Pyrénées ariégeoises.
Et ce que l'on peut voir au-delà des différences entre les essences et des variations interannuelles, c'est qu'à partir de l'année 2017, on a, que ce soit à l'échelle de la zone d'étude étendue ou du parc, des taux moyens d'arbres qui présentent des signes de stress qui semblent augmenter. Pour étudier plus avant ce résultat, nous avons réalisé des graphiques d'anomalies du taux moyen d'arbres qui présentent des signes de stress. Donc, vous avez en rouge les anomalies positives par rapport à la moyenne sur la période d'étude, en bleu les anomalies négatives sur la période d'étude. Ici, c'est pour le sapin et le hêtre. Et ce que l'on peut voir, c'est que d'une part, on a peu de signes de stress sur le PNR entre 2009 et 2019. Par contre, en revanche, de façon assez nette, on a l'année 2021 qui présente un caractère anormal en termes de taux d'arbres présentant des signes de stress, et ce, pour toutes les essences. Vous avez ici le sapin et le hêtre, comme je disais, mais pour les autres essences que nous avons étudiées, c'est le même schéma. Et on le reprécisera à de nombreuses reprises, pour certaines essences, ces résultats sont quand même à manier avec précaution parce que pour certaines essences, on a des effectifs de placettes qui sont assez faibles sur le PNR, notamment pour le sapin. En ce qui concerne l'état actuel de santé, on va vous présenter quelques cartes que l'on a pu réaliser qui montrent donc l'état sanitaire des différentes placettes étudiées, avec en vert les placettes considérées comme saines et dans un gradient de couleur jaune à rouge les placettes que l'on considère comme présentant des signes de stress, donc avec une répartition en classes. Ici, pour le sapin et le hêtre, on peut voir de façon assez nette que l'on a un gradient est-ouest avec davantage de placettes présentant des signes de stress à l'est, qui est la zone la plus chaude et la plus sèche, comparée à l'est qui est sous influence atlantique. Et ici, pour le hêtre et le sapin, environ, à l'échelle du PNR, environ 22% des placettes présentes sont considérées comme présentant des signes de stress. Pour le chêne pubescent et le châtaignier, on a un pattern qui est un petit peu différent puisqu'on n'a pas de schéma de répartition spatiale clair. En revanche, les taux de placettes qui présentent des signes de stress sont très forts puisque à l'échelle du PNR, c'est respectivement 33% et 47% des placettes qui sont considérées comme présentant des signes de stress. Et ici, la bibliographie nous permet d'identifier une influence probable des ravageurs, que ce soit le chancre et le cynips pour le châtaignier ou le bupreste du chêne pour le chêne pubescent, qui sont en plus des ravageurs dont l'action est aggravée par des conditions chaudes et sèches. Enfin, pour le chêne sessile et le chêne pédonculé, on n'a ici encore pas de schéma de répartition spatiale clair, mais des taux de placettes qui présentent des signes de stress qui sont forts, puisque c'est 55 et 50% des placettes à l'échelle du PNR qui présentent ces signes de stress. Donc, on a quand même une placette considérée comme stressée. Et on peut ici poser la limite de la différenciation entre le chêne sessile et pédonculé, qui est quand même qui est toujours difficile sur le terrain. Donc, potentiellement, il y a des erreurs de détermination, mais on a fait le choix d'étudier séparément ces deux essences, puisque écologiquement, elles ont quand même des préférences écologiques, une note écologique qui est très différente. Voilà, donc après cet état des lieux, Aurélie va vous présenter la méthodologie, les résultats que nous avons obtenus sur la modélisation des facteurs de dépérissement. Donc l'objectif de notre étude, c'était d'étudier les causes qui pouvaient expliquer le dépérissement. Donc on a fait des modélisations statistiques dans le but d'identifier les principaux facteurs qui étaient corrélés aux signes précoces de dépérissement qu'on pouvait observer sur les données de l'IFN. Et donc pour ça, parmi tous les facteurs écologiques qu'on pouvait imaginer et qui ont été relevés sur le terrain, on a appliqué 3 modèles différents. Donc un modèle linéaire généralisé, GLM, ainsi que 2 autres modèles, Random Forest et BRT, qui eux sont pas des modèles linéaires, mais qui sont basés sur des arbres de régression, des arbres de décision. Donc c'est une méthodologie qui est différente, mais on a essayé d'appliquer ces 3 modèles aux 6 essences qu'on voulait étudier et sur l'étendue élargie de la zone du parc et des 5 départements autour. Et donc, comment se présentait notre modèle? Donc, la variable qu'on voulait expliquer, c'était le dépérissement des placettes inventoriées par l'IFN. Donc, on a transformé ça en variable binaire. Soit les placettes étaient dépérissantes, soit elles étaient considérées comme saines. Donc, je répète que dépérissantes, c'est présentant des signes précoces de dépérissement ou des signes de stress avec les seuils de 5% de branches mortes
et 20% d'arbres présentant ces 5% de branches mortes. Et donc, dans tous les facteurs qu'on a considérés à faire entrer dans notre modèle pour essayer d'expliquer ce dépérissement, on a des facteurs liés au peuplement, des facteurs liés à la pédologie et à la topographie. Donc, ces deux types de variables sont issus de la base de données de l'inventaire d'IFN. Et puis, on a aussi pris en compte des facteurs climatiques et des facteurs d'évolution climatique, donc par calcul d'anomalies. Et ces données ont été tirées de la base de données Digitalis. Donc, à partir de cartographie, on a extrait ces données. Et donc ensuite, pour faire le choix des variables qu'on allait retenir, ça s'est fait en 3 étapes. Donc, pour chaque modèle, donc GLM, Random Forest et BRT, à chaque fois, on avait toutes nos variables. On a sélectionné celles qui étaient significatives. Donc, dans le cas du GLM, c'est selon la p-value, par exemple, entre autres critères, mais les fonctionnements sont un peu différents pour les autres modèles. On ne les détaillera pas ici. Donc, on retient les variables qui sont significatives et derrière, on va étudier la courbe de réponse du dépérissement en fonction de ces variables pour voir si ça fait vraiment un sens écologique. Par exemple, ici, on a le bilan hydrique en fonction du dépérissement du hêtre. Et donc, on voit bien que lorsque le bilan hydrique est de plus en plus favorable, le dépérissement baisse, c'est cohérent. Les points en haut et en bas, ce sont nos données, donc on voit que ça a l'air de suivre à peu près nos données. Et ce, en fixant bien sûr tous les autres critères qui ont été retenus jusqu'ici. En l'occurrence, là, en bas, on voit que les 3 autres critères, GHET, T410 et GEST, que bon, je ne détaille pas ici, ont été fixés pour être sûr qu'on prenait en compte que cette variable. Donc, on a, voilà, est-ce que la variable est significative, est-ce qu'elle a un sens écologique? Et à la fin, on revient sur notre modèle, on voit s'il est pertinent, s'il a une bonne AUC, une bonne sensibilité et spécificité, et on valide ou pas le modèle. Donc voilà, on est vraiment basé sur ces 3 critères. Donc, si on fait un petit récapitulatif par essence. Donc, pour le hêtre, Random Forest n'a pas bien fonctionné. La sensibilité est de 0%, ça veut dire qu'il arrivait à prédire bien uniquement les placettes saines. Donc, on ne l'a pas considéré ici. Ce qu'on peut voir, ce qui se dégage pour le hêtre, c'est beaucoup de choses qui sont liées à des conditions hydriques. On a des précipitations, on a des déficits d'évapotranspiration et on a des anomalies de déficit et de précipitation. Donc voilà, quelque chose qui est pas tant corrélé à la température que vraiment au niveau des conditions hydriques. Et au niveau du GLM, il s'est aussi dégagé pas mal de facteurs peuplement, notamment un taux de couvert forestier faible qui favorise, en gros, quand le taux de couvert est faible, il y a plus de vulnérabilité. Alors peut-être parce que le microclimat est plus sec, peut-être parce que le hêtre est plus adapté à des conditions sciaphiles. Voilà. Et aussi, on a une importance de la surface terrière du hêtre, c'est-à-dire que quand il était en mélange, il dépérissait un petit peu moins, même si c'est un facteur parmi tant d'autres. Pour ce qui est du sapin, alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez des effectifs, mais sur les 5 départements, on a une centaine de placettes et seulement 11 qui sont dépérissantes. Donc, on a très peu d'effectifs dépérissants. C'était insuffisant pour le BRT qui n'a pas tourné. Et le Random Forest a encore une fois affiché un résultat très, très médiocre avec donc une AUC de 50% et une sensibilité de 0. Donc, on a uniquement le modèle GLM. Néanmoins, ce qui se dégage, c'est notamment les anomalies de précipitation qui jouaient beaucoup. Donc en gros, c'était pas forcément là où il pleuvait peu, mais là où les pluies avaient le plus baissé. Et on voit qu'un autre truc qui se dégage, c'est la texture sableuse. Et en fait, c'est en lien parce que sur du sable, des peuplements qui sont sur du sable peuvent être bien tenir quand en fait les apports d'eau sont réguliers. Donc la réserve utile est faible, mais vu qu'elle est remplie régulièrement, ça fonctionne. Mais ça va être les peuplements qui seront les plus sensibles quand les précipitations vont diminuer et que les premières sécheresses vont apparaître, parce que vu qu'ils ont une réserve utile très faible, ils vont très mal résister. Donc voilà, quelque chose qui est sur les conditions hydriques, mais davantage sur les évolutions de ces conditions hydriques. Et puis une petite influence de la surface terrière du hêtre en accompagnement, mais qui était un peu compliquée, que je ne détaillerai pas pour l'instant. Au niveau du châtaignier, alors avant toute chose, donc là on a des variables de peuplement, pédologiques, climatiques, mais on n'avait pas de données sanitaires, donc on n'a pas pu les intégrer au modèle, et on sait que pour le châtaignier, c'est quelque chose qui a énormément d'importance. Néanmoins, les châtaigniers qui résisteront le moins aux bioagresseurs sont a priori aussi ceux qui sont défavorisés au niveau de leurs conditions écologiques. Donc, ça avait quand même du sens de regarder le climat et le peuplement. Ce qui se dégage encore une fois, une
une grosse importance des conditions hydriques. Donc, on voit les précipitations estivales et annuelles, un déficit d'évapotranspiration, un bilan hydrique qui ressort dans 2 modèles différents. Donc, encore une fois, les conditions hydriques, mais aussi les températures et notamment les anomalies de température, donc là où ça a le plus changé. Et là, pour le coup, les 3 modèles ont fonctionné. Et donc, c'est vraiment un résumé des conclusions tirées par ces 3 modèles. Je n'ai pas détaillé, mais le nombre de plus à chaque fois dans la colonne de droite, c'est le nombre de modèles qui ont abouti à retenir cette variable comme explicative. Donc, voilà, par exemple, on a bilan hydrique annuel faible. De plus, ça veut dire qu'il y a 2 modèles qui ont retenu cette variable. Donc ensuite, pour les 3 chaînes, par manque de temps, on n'a pas fait tourner les modèles GLM. Mais par contre, les modèles basés sur les arbres de régression ont été effectués, notamment le modèle BRT a plutôt bien fonctionné puisque c'est lui qui a des meilleurs indicateurs de performance. Donc, concernant le chêne pubescent, on voit qu'il y a des indicateurs, enfin des facteurs liés au peuplement qui interviennent pour expliquer le dépérissement, enfin les signes précoces de dépérissement, donc notamment la surface terrière élevée qui va provoquer plus de signes de dépérissement. Donc ça peut être lié au fait que si on s'intéresse à l'écologie du chêne pubescent, en fait, c'est une espèce qui est plutôt héliophile et donc ça s'explique par la courbe de réponse. Et ensuite, si on s'intéresse aux facteurs climatiques et d'évolution climatique, en fait, on voit que c'est une espèce qui est plutôt sensible au stress hydrique et à une hausse des températures, puisque lorsque les températures sont plus élevées et qu'il y a moins de précipitations, alors les placettes présentant du chêne pubescent vont présenter davantage de stress. Ensuite, pour ce qui est du chêne pédonculé, donc ici, on avait plutôt des facteurs pédologiques et topographiques qui entraient en jeu. Mais par contre, l'interprétation des courbes de réponse était pas évidente. Donc, par exemple, on n'a pas toujours très bien pu interpréter avec certitude le fait, par exemple, que dans un sol profond, on observait plus de dépérissement, alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir le résultat contraire. Donc ensuite, après, d'un point de vue climatique et d'évolution du climat, ça reste cohérent d'un point de vue de l'écologie de l'espèce, puisque, encore une fois, lorsqu'on a un manque d'eau ou une hausse des températures moyennes annuelles, alors on a davantage de dépérissement. Et ça, c'est tout à fait en accord avec le fait que le chêne pédonculé, c'est compté parmi les espèces les plus à risque dans le contexte des changements climatiques. Et finalement, pour le chêne sessile, en ce qui concerne les facteurs pédologiques, on voit qu'il y a davantage de stress lorsque les placettes se trouvent en fond de vallon. Donc ça peut s'expliquer, si on s'intéresse encore une fois à l'écologie de l'espèce, par le fait que c'est une espèce qui est relativement sensible à l'engorgement. Et donc, en fond de vallon, on va avoir tendance à avoir plus d'eau. Donc, c'est comme ça que nous, on a interprété ce résultat. Et ensuite, en ce qui concerne les facteurs climatiques, donc liés à la température et encore une fois à l'eau, eh bien, ça s'explique encore une fois par l'écologie de l'espèce, puisque les températures minimales hivernales lorsqu'elles sont plus faibles, il y a plus de dépérissement, et c'est parce que c'est une espèce qui est plutôt sensible au gel. Et d'un point de vue des températures, c'est globalement les mêmes conclusions que les autres espèces. Donc, après avoir fait toutes ces modélisations, on a pu identifier quels étaient les facteurs principaux pour chacune des essences, et on a essayé de cartographier cette vulnérabilité. Donc, je vais laisser Romain présenter cette partie. Merci. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de cartographier la probabilité de vulnérabilité de certaines essences face au changement climatique en particulier. Et donc, pour ça, on a commencé par cartographier les variables qui ont été sélectionnées par les modèles, ce qui a été présenté précédemment. Donc, on a 3 types de représentations qui ont pu être faites, soit des représentations en plein, parce qu'on avait la donnée, par exemple les données climatiques avec Digitalis, soit des données interpolées par crigeage, par exemple pour la profondeur des sols ou la topographie. Donc ça a été fait à partir des données qu'on avait des placettes IFN. Et une dernière forme de variable qu'on a pu spatialiser, ça a été des données, par exemple, sur la gestion qu'on a choisi de fixer
Donc, on a donné une seule et même valeur, une seule et même modalité pour ces variables. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats issus du modèle GLM, puisque c'est celui qu'on a choisi d'étudier avec le temps qu'on avait. Donc, la première carte de probabilité d'apparition de signes précoces de dépérissement, c'est celle du être. Donc, les variables qui étaient significatives et qui sont ressorties pour notre modèle, ça a été le bilan hydrique climatique annuel sur la période 2007-2020. Donc, ça a été une moyenne. Et ensuite, des variables qu'on a fixées, qui étaient le taux de couvert végétal, le mode de gestion et la surface terrière relative du être. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, sur plus de 75% de la surface du parc, on a une probabilité d'apparition de signes précoces de dépérissement qui est assez faible, compris entre 0 et 30%. Donc, voilà, pour le moment, il n'y a pas les signes précoces de dépérissement qu'on peut voir correspondent plus à la zone des Piémonts au nord, qui sont effectivement des zones un peu plus sensibles. Et on devine aussi peut-être un petit écart entre le nord-est et le sud-ouest. Voilà. Donc ensuite, le deuxième qu'on a eu de modèle, c'est celui du châtaignier, donc qui est un peu plus à nuancer. Donc tout d'abord, les variables explicatives qui ont été retenues, ça a été donc le bilan hydrique climatique annuel, encore une fois, et la topographie, avec une modalité qui a été fixée, c'est celle des bas de versants, c'est significative. Donc là, on voit qu'effectivement, on a plus de dépérissement, avec une plus grande variabilité aussi probable dans la zone du parc. Ce qui est important à retenir, c'est que la localisation des relevés se fait à peu près dans la zone donc des probabilités moyennes, donc c'est les couleurs jaunes et oranges, donc compris entre 40 et 60% de taux de dépérissement. Donc on a le bilan hydrique qui va être qui va être assez corrélé et qui va beaucoup marquer qui va être le principal marqueur de ces probabilités d'apparition de signes précoces de dépérissement. Donc, ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est que pour le châtaignier, c'est quand même assez compliqué de prévoir une probabilité de dépérissement, puisque c'est une espèce qui est anciennement introduite et qui a pu être introduite du coup dans des zones en limite de zone de tolérance pour certains paramètres climatiques. Et il y a aussi une intervention humaine avec une gestion qui est assez présente. Donc, certains signes de dépérissement peuvent simplement être liés à l'abandon des placettes et à la gestion. Et donc, enfin, le dernier modèle, la dernière espèce qu'on a spatialisée, c'était le sapin. Donc là, ce qui était le plus, donc les variables qui ont été les plus explicatives, ça a été la texture du sol avec deux modalités, avec contenant du sable ou contenant pas de sable dans cette texture. Ensuite, on a l'anomalie relative des précipitations et enfin la surface terrière relative du hêtre. Donc pour cette carte-là, on peut mettre un peu plus de réserve, sachant que ce qui globalement explique presque à lui tout seul la carte de probabilité, c'est les anomalies relatives de précipitation. Les autres paramètres étant visiblement peu influençant peu le modèle. Donc il faut aussi noter qu'on avait assez peu de placettes pour le sapin. Donc ça restait correct pour la modélisation. Toutefois, on peut avoir quelques écarts et quelques imprécisions liées justement au manque de données. Donc le modèle BRT justement pourrait dans un avenir être intéressant pour justement affiner ces prédictions. Et une autre méthode pourrait aussi être de confronter ces cartes avec la réalité du terrain en allant faire des relevés plus précis. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Aurélie pour la conclusion. Donc, pour conclure sur l'état des lieux des signes de stress et de dépérissement qu'on a pu observer sur le PNR, pour l'instant, on note quand même très peu de signes de stress sur la zone étudiée
Et donc, c'est pas du tout des résultats qui sont alarmants. Et on pourrait peut-être dire que ce sont peut-être des signes avant-coureurs de stress. Donc, là, il faudrait faire des modélisations comme ce qui a été fait par les groupes précédents pour voir l'évolution à long terme, notamment parce que c'est ces 2 dernières années qu'on a observé le plus de dépérissement sur l'emprise du parc. Et donc là, c'est encore peut-être trop tôt pour pouvoir approfondir cette étude. Et ce serait peut-être nécessaire de refaire ce genre de modélisation dans quelques années, une fois qu'on aura les données post-stress qui ont été vécues pendant les années, les étés notamment 2021-2022. Ensuite, pour ce qui est de la modélisation, donc le modèle BRT semble le plus pertinent si on regarde les performances du modèle. Néanmoins, ça nécessite d'avoir un gros effort statistique puisque on a besoin d'avoir quand même un certain nombre de placés dépérissantes pour pouvoir les prédire. Et donc, et aussi une autre limite du modèle BRT, c'est qu'il est légèrement plus difficile à interpréter qu'un modèle GLM, par exemple. Et il est aussi plus difficile à mettre en cartographie. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et ensuite, une autre limite, c'est qu'on a utilisé les données de l'inventaire IFN, ce qui nous a poussé à choisir un seuil relativement faible pour cartographier et considérer qu'il y avait du dépérissement, c'est-à-dire 5% de branches mortes. Et comme c'est un seuil très faible, en fait, on aurait aimé, dans les perspectives, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de comparer les résultats qu'on a obtenus avec des données d'inventaire autres, c'est-à-dire par exemple les inventaires de dépéris. Et c'est un choix qu'on a décidé de ne pas prendre ces inventaires-là, puisque il y a ce problème de biais observateur où les données peuvent parfois être très différentes d'une placette à l'autre en fonction de l'observateur qui fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis, mais ce serait quand même intéressant de comparer les 2 bases de données. Et puis, deuxième chose à faire si on veut étudier ce sujet à long terme, ce serait de refaire des placettes, comme je l'ai dit, dans les prochaines années. Merci pour votre attention et on est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Oui, toujours Vincent. Je pense au niveau du sapin, le fait que vous ayez peu de placettes, je pense que c'est lié justement au fait de regarder les mortalités de branches. Quand on a un stress fort sur les feuillus, effectivement, ils vont tout de suite sacrifier des branches pour essayer par exemple, d'évaporer moins. Par contre, les symptômes sur des résineux, et surtout sur des résineux comme le sapin, l'épicéa ou le cèdre, ils vont faire moins d'années d'aiguilles, ils vont avoir de la microphilie, donc des aiguilles plus petites, peut-être des colorations, mais en termes de mortalité de branches, il faut qu'on ait vraiment un dépérissement très avancé pour qu'on commence à dépasser les 5% de mortalité de branches. Je pense que c'est lié à la variable. Après, effectivement, avec l'IFN, vous n'avez pas, il ne me semble pas, accès à l'état des houppiers en dehors de la mortalité de branche. Donc voilà, vous avez fait avec ce que vous aviez. Voilà, je pense qu'il y a ce biais-là. Pour le chêne pédonculé, pour le sol profond, il y avait cette variable de sol profond. Comment ça se fait qu'on a plus de dépérissement sur des sols profonds? Ce genre de choses, on les remarque pas mal sur le terrain. Il y a une étude qui va être faite, il me semble, par l'INRAE, mais bon, pour l'instant, ce que je peux vous donner, c'est un retour terrain, ce qu'on appelle les facteurs de compensation. Un arbre qui a grandi dans une zone avec un microclimat qui l'avantage, si ce microclimat commence à disparaître, il commence à avoir des difficultés. Par exemple, un chêne pédoculé avec voilà, c'est des facteurs de compensation. Bon, tout ce que je veux dire, c'est qu'on l'observe aussi sur le terrain. On a des difficultés à l'expliquer et ça va être étudié par l'INRAE. Mais voilà, ça s'observe.
Sol profond, je pense que ça peut être lié voilà, à un versant nord. Donc des situations qui compensent, par exemple, plus d'eau, donc des racines superficielles, etc. Et quand cette eau disparaît, les racines étant superficielles, il n'a pas été habitué à aller chercher l'eau. C'est des choses qu'on observe. Et enfin, et après j'arrête, sur le dépérisse, la difficulté d'utiliser dépérisse, elle n'est pas tant sur le biais observateur, parce que l'outil est fait justement pour que ce soit suffisamment objectivant pour que d'un observateur à un autre, les résultats soient comparables. Le biais, par contre, c'est qu'on utilise des périsses dans des forêts où on a des dépérissements. Donc, on ne voit que les forêts où il y a un problème et on n'a pas les forêts forcément saines, quoi. Sauf road sampling ou volonté de vraiment caractériser. Ça sera bientôt fait peut-être dans le plateau de Sceaux, mais voilà, pour ce genre de résultats, c'est peu utilisable. Voilà, je laisse la parole. Merci. Merci. J'avais beaucoup de questions sur les facteurs de dépérissement par exemple. C'est ce que. Alors, comment on est. Déjà, oui, être et. Je vais commencer par le être et chaîne pédonculée. Donc, dans les deux cas, vous avez observé des variables liées au peuplement. Taux de couvert faible favorisant le dépérissement, enfin, associé au dépérissement pour le être, et surface terrière élevée associée au dépérissement pour le chêne pédonculé. Alors, votre proposition d'interprétation, c'était pour le être microclimat et essence sciaphile. Alors, je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas tout ça que je voudrais l'amener. La dépérissement sciaphile, qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour dire qu'en gros, le être, c'est une essence sciaphile, donc il va préférer l'ombre, et que peut-être que si, dû à des modalités de gestion, à un événement quelconque qui s'est retrouvé en fait en pleine lumière, il est moins adapté à ça et il va être peut-être plus sensible à des coups de soleil ou des trucs comme ça. Sachant que là, votre observation du dépérissement, elle porte sur des arbres dominants ou codominants. Oui. D'accord. Oui. Donc ils ne sont pas à l'ombre de toute façon. Non, ils ne sont pas à l'ombre, mais disons qu'ils n'ont peut-être pas l'entièreté du houppier qui voit le soleil, quoi. C'est dominant ou codominant, disons qu'il a des voisins proches, même en termes de microclimat humide. Est-ce que vous pensez vraiment que le être, il souffre d'être au soleil? C'est les hypothèses qu'on a mis. Si vous en avez d'autres, on est preneur. Oui, j'en ai d'autres. Le sciaphile, ça veut dire que l'espèce supporte l'ombre, pas qu'elle l'aime, et qu'elle le supporte dans le jeune âge. Ouais. Donc le être adulte peut très bien pousser en plein champ. Vous allez voir les êtres. Bon, là, ils sont pas mal en train de crever pour les raisons, mais à la pépinière, un être, ça vient en pleine lumière. Hein. Donc, non, enfin, pour moi, on ne peut pas invoquer ça pour expliquer le taux de couvert, enfin, l'effet du taux de couvert faible. Et bon, attention, il y aura peut-être des compléments ou des contradictions à apporter. Et puis, sur le microclimat, c'est pareil, je suis très dubitative. Parce que microclimat, qu'est-ce que c'est que le microclimat? Et est-ce que des arbres dominants ou codominants sont vraiment soumis au microclimat de la forêt? Pour la partie inférieure du pied, quoi, mais. Oui. C'est-à-dire, le microclimat, c'est surtout eux qui le créent. Donc, cet effet de microclimat, il est réel, mais c'est surtout les arbres du sous-étage ou éventuellement les dominés qui vont le vivre. Hein. Les dominants, eux, Okay. La demande évaporative qu'ils expérimentent, elle est liée à l'exposition de leur houppier au soleil qui n'a pas changé. Donc, moi, j'irais plutôt chercher du côté d'un autre mécanisme qui est simplement que les peuplements à taux de couvert faible, c'est des peuplements qui souffrent. Donc, que vous ayez plus de dépérissement dans des peuplements à taux de couvert faible, c'est simplement peut-être l'observation des effets de dépérissement antérieur. Enfin, ça peut être une des hypothèses qu'on peut trouver. Et après, vous, en quoi, ça, on n'a peut-être pas de variable pour l'expliquer, hein, mais
ça peut être une variable cachée qui a occasionné des dépérissements antérieurs et amené un taux de couverture. Surface tertiaire élevée pour le chêne pubescent. Il faut savoir que la littérature, elle dit plutôt en général que des peuplements denses avec une surface tertiaire élevée ont une consommation d'eau plus forte, donc dégradée. Donc là, pour le chêne pubescent, on peut imaginer que ce soit ce qui fonctionne. Là, c'est pareil, espèce héliophile. Alors oui, on pourrait imaginer qu'il y ait une compétition accrue, enfin notamment que la sécheresse provoque une compétition accrue et là, ça pourrait fonctionner en effet. Alors après, j'ai plus une question. C'était sur l'effet de la surface terrière relative du hêtre pour le sapin. Je n'ai pas compris dans quel sens ça marchait. Est-ce que plus de hêtre favorise le dépérissement ou... Ouais. Alors je suis passé un peu vite dessus parce que justement c'était un peu compliqué à expliquer. Est associé à plus de dépérissement. Oui. En fait, c'est une courbe en cloche. Et alors déjà, ça rejoint des éléments, en tout cas pour le sapin, ça rejoint des éléments de bibliographie qu'on avait déjà. En gros, c'est une courbe en cloche. Alors, c'est un effet qui est parmi tant d'autres, hein, ça ne suffit pas à expliquer tout le dépérissement. Mais en gros, ici, on a la surface terrière de hêtre. En proportion, donc ici c'est 100% de hêtre, donc en fait ici c'est du sapin qu'on va trouver en diversification dans une hêtraie, et ici c'est des sapinières pures, enfin en tout cas alors des sapinières où il y a pas de hêtre, ça c'est le dépérissement. Et donc en gros ce qu'on voyait c'est que, on avait un peu du mal à l'expliquer, c'est que là où alors oui c'est vrai que je sais pas si, ouais ceux qui sont en visio ne voient pas. Hein, ouais, là vous voyez, si je dessine là, hop là, voilà. Désolé pour ceux qui sont en visio. Hop là, surface terrière de hêtre. Et là, dépérissement du sapin. Donc en gros, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait moins de dépérissement dans les sapinières pures ou alors dans les sapins qui sont en diversification dans une hêtraie. Donc pour cette partie-là, ce qu'on se disait, c'est que peut-être le mélange était bénéfique au sapin en termes de résistance. Et cette partie montante de la courbe était un peu plus étrange. Et ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être aussi il y avait un biais dans le fait que les sapinières pures sont... C'était qu'une hypothèse, hein, peut-être que vous avez des meilleurs éléments de réponse, mais quand les sapinières pures étaient dans des conditions un peu plus fraîches, un peu plus en altitude, et qu'en fait, cette partie montante, ça signifiait le fait que l'arrivée du hêtre correspondait aussi à des stations de plus basse altitude et des conditions climatiques un peu moins favorables. Mais on a eu du mal, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à l'expliquer, mais visiblement, on le retrouvait dans la thèse d'Adrien Tacohen. Donc voilà. Alors, il faut savoir que, contrairement à l'idée qu'on en a souvent, le mélange n'est pas toujours favorable, en particulier par rapport au stress hydrique. On a tendance à promouvoir beaucoup le mélange en ce moment, ce qui est une bonne chose, mais du coup, à penser que c'est bon pour tout le mélange. C'est pas si simple, et le mélange n'est pas toujours très favorable au stress hydrique. Et alors, en particulier, quand on a un mélange, ça paraît, un mélange qui fonctionne très bien, hein. C'est en particulier un mélange où on a une surproduction liée au mélange par rapport à la composition des producteurs des espèces pures. Par contre, ce qu'on montre, c'est que le mélange bénéficie de façon très dissymétrique au hêtre. Donc, il n'est pas forcément évident qu'un mélange très équilibré hêtre-sapin soit très bénéfique pour le sapin. Mais ce que je vous dis là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est par rapport à de la productivité. Oui. C'est pas par rapport au stress hydrique. Mais en tout cas, c'est un indice qu'un taux de mélange très équilibré va être bénéfique, très bénéfique pour le hêtre. Pour le sapin, en cas de stress, c'est peut-être un peu moins évident. Et voilà, en tout cas, on avait quand même une partie descendante de la courbe derrière. C'est ça qui était assez compliqué. Et pour le hêtre, pour le coup, on voit que les peuplements, pour le dépérissement du hêtre, les peuplements où il y avait le 100% de hêtre dépérissaient un peu plus que ceux où le hêtre était justement en mélange. Donc ça rejoint ça. Ce serait assez cohérent. Ça serait cohérent. Enfin là, c'est très spéculatif. Hein, oui. Mais... Est-ce que vous avez regardé si là où il y avait peu de surface carrière de hêtre, il y avait une forte surface carrière et d'autres essences? Non, on n'a pas regardé placette par placette. Ça aurait été un peu compliqué de faire des infographies là-dessus, surtout qu'on manquait un peu de temps à la fin. Ça pourrait expliquer aussi peut-être qu'il y a d'autres. Oui.
Alors, on me demande, notamment en visio, est-ce que les personnes en salle qui interviennent se présentent? Voilà, pour pouvoir suivre. Mais alors, celle qui pose plein de questions, c'est Myriam Diableguet, directrice du campus. Et l'autre qui parle beaucoup, c'est Christian Kézali, responsable du module. Veuillez nous excuser, en effet, ça aurait été la moindre des politesses de se présenter. Je ne suis pas sûr de se présenter. Moi, j'aurais juste deux petites remarques. La première, pour les gens de la salle, cette fois-ci, hein, les couleurs très moches qu'on voit à l'écran, hein, c'est pas parce que vous êtes très très mauvais en cartographie, c'est parce que le vidéoprojecteur a complètement transformé les couleurs. Donc, et rassurez-vous, les gens qui sont en visio voient les vraies couleurs. Vous savez que c'est une catastrophe en termes d'interprétation, mais c'est pas de votre faute, c'est le vidéoprojecteur. Ça, c'est une première chose. Juste une petite remarque, vos tableaux sont très intéressants et ça récupère bien les informations. Attention de bien expliquer ce que c'est les AUC, les sensibilités, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Il y a un mot là-dessus. Ça aurait été bien quand même de bien marquer à chaque fois dans quel sens jouer les variables dans le tableau, parce que c'est des fois un petit peu dur à interpréter, là, vous l'avez mis. Et vous avez mis l'importance de la prédiction en termes de nombre de fois où ça rentrait dans le modèle. Il faut faire attention parce que alors, les modèles que vous avez testés, GLM, RF et BRT, sont très différents, mais quand vous faites du random forest ou du BRT, il y a pas mal de variables différentes dans les modèles, et de noter l'importance des variables d'un modèle, au moins d'identifier, par exemple, avec une taille de police différente, des choses comme ça, celles qui ont peu de poids ou celles qui ont beaucoup de poids, ça aurait pu permettre aussi de relativiser. Parce que des fois, il y a beaucoup de variables qui rentrent dedans. Bon, il y en a qui vont jouer de façon très mineure et d'autres de façon très importante. Ce qui m'amène à une autre remarque. En GLM, vous n'avez pas de problème, parce que les variables sont décorrélées les unes des autres. Dans le random forest ou le BRT, vous pouvez avoir des variables qui rentrent de façon avec des sens contraires. Et alors, c'est le cas, principalement, j'ai vu là, c'était quoi? C'est le chêne Cécile, vous avez des formes de réponse qui interrogent. Après, dans tous les sens. On voit que ça meurt, il y a plus de risques de mortalité avec des températures maximales faibles, des défis de transpiration faibles, ce qui interroge. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça, d'où est-ce que ça vient, parce que c'est réellement pas interprétable. Parce que des fois, ça peut rentrer en compensation, certains facteurs peuvent rentrer en compensation d'autres facteurs, mais là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est des variables qu'on a importance dans le modèle? En tout cas, c'est contraire à tout ce qu'on voit ailleurs. En plus, ce qui est compliqué dans l'interprétation des modèles RF et BRT, c'est qu'on n'a pas de notion de significativité absolue des variables explicatives, mais c'est forcément relatif. L'importance des variables pour expliquer notre variable expliquée, elle n'est que relative. Et du coup, on prenait à chaque fois les premières, mais c'est difficile de savoir à quel point est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes dans l'absolu. J'aurais juste une autre petite remarque par rapport aux réponses. La première partie sur l'évolution de l'état de santé des forêts, avec une augmentation des dernières années, c'est 2021-2022, je crois, pour lesquelles vous montrez une augmentation assez forte. Est-ce que vous avez mis ça en relation avec les évolutions de climat qui étaient présentées par le groupe 1, voire les évolutions, je sais que c'est dur à la fin des modules, là on assemble tout, mais est-ce que c'est concordant avec les évolutions de climat et est-ce que c'est concordant avec les évolutions des données satellitales? Alors, sachant que je sais que certains groupes finissent en 2020, d'autres en 2021, voilà, c'est un peu compliqué, certaines données n'étaient pas disponibles pour la dernière année, mais est-ce qu'on peut faire des liens? J'avoue que là, j'aurais besoin d'avoir les deux. Il ne me semble pas que sur l'année 2021, Sur quelle période? sur les précipitations et la température, l'année 2020-2021 n'est pas particulièrement remarquable. Vous n'avez pas 2021. Sur les dernières années 2020, 2019, 2018, on n'a pas spécialement une augmentation statistique. Oui, on a regardé, il n'y avait pas de... Après 2021, je ne sais pas en Ariège, mais il me semble qu'à l'échelle de la France, c'était un été quand même assez humide. Parce que c'est des arrière-effets de. Oui, voilà, c'est dépassé. Ouais. Et il me semble que 2021, c'est là où on avait une augmentation sur les images satellitales. Vous voyez quelque chose, non?
Oui, c'était là qu'il y avait la grosse. Je retourne tout là-bas. Le dépérissement. Vous voulez que je remette la carte Non, c'est pas grave. Je ne sais pas si Le groupe 3. non, c'est pas grave. Mais ça vaudra le coup de regarder, en tout cas, de faire le lien entre ces différents résultats pour voir si ça concorde ou pas. Et si c'est le cas, pourquoi. Ouais. Sinon, par rapport à la question des sols profonds, là, je voulais abonder dans le sens de Vincent. C'est des choses qui ont été observées sur le sapin dans le Ventoux, par exemple, avec des dépérissements nettement plus marqués sur des sols profonds, sachant que dans le Ventoux, on était dans un endroit où il y avait des sols karstiques. Donc, les sols superficiels pouvaient être des sols avec une réserve utile standard faible, mais accès par des racines profondes à des réserves d'eau de survie. Donc, la perception qu'on a de l'eau disponible, elle est évidemment grossière par rapport à la réalité. Et des stations où il y a une eau facile, c'est vraiment ce que disait Vincent, où il y a une eau facilement accessible sur une base annuelle moyenne, peuvent être vulnérables. Je viens de regarder par rapport au groupe qui a travaillé sur les données satellitales. 2021 correspond bien à une année hors stress, aussi bien pour les cellules que les données. Ouais, donc c'est cohérent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai juste une remarque. Déjà, merci à Vincent pour ses explications un peu sur en quoi c'est pas pertinent les signes précoces de dépérissement et les mortalités de branches sur le sapin, parce que je m'expliquais, la carte de probabilité d'apparition de signes précoces de dépérissement sur le sapin, je la trouve vraiment très très étrange par rapport aux autres cartes que vous avez présentées. Il n'y a aucun lien entre le relief. Cette carte, je m'explique pas que. Je pense qu'elle est. Il y a rien qui l'explique. Je comprends pas du tout cette carte. Sur le sapin, c'est aussi en fait que il y avait beaucoup de variables peuplement qui entraient en compte et que du coup, on n'avait pas de spatialisation de ces variables peuplement vu que par définition, c'est lié qu'au peuplement. Et la seule variable climatique qui entrait en compte, c'était les anomalies de précipitation et qui n'a pas une variabilité spatiale très forte en fait. Vu que c'est des anomalies, c'est précipitations actuelles moins passées. C'est beaucoup plus lisse et donc en fait quand on regarde la carte des anomalies, voilà, on a des grosses taches plutôt grises ou plutôt claires, mais pas une variabilité spatiale aussi forte que ce qu'on peut avoir pour de la température ou du bilan hydrique où là il y a des effets d'altitude et de versant très importants. Donc voilà, c'est juste que la seule variable climatique et spatialisée qu'on avait, c'était des anomalies et qu'il n'y a pas une grosse résolution là-dessus. Et voilà, plus la texture de sol, mais c'était que les sols sableux, donc ça rajoutait 3 petites taches rouges par-ci par-là. Mais pareil. Voilà. Juste un petit complément quand même par rapport à cette carte. Et donc en relation avec le travail qu'a fait le groupe 1. Donc cette cartographie des anomalies de précipitation a été faite à partir de séries homogénéisées de France. Il y a à peu près 1400 postes sur toute la France qui ont été utilisés. Et je ne sais plus combien il y en avait sur le PNR, mais il y en avait un petit paquet. De mémoire, une vingtaine, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez préciser. Et donc, il y a effectivement des différences au sein du parc, et on voit qu'il y a une baisse plus importante de la pluviométrie dans la zone rouge là, de votre carte du sapin. Donc, ce qui explique pourquoi votre carte de sapin a cette tête-là. Donc, on peut penser qu'il y a quand même des variations locales de pluviométrie à l'échelle de la vallée, et que, alors, je ne sais pas bien localiser cette vallée là, parce qu'on ne voit pas la carte qui est dessous, mais ça a l'air d'être au-dessus de Saint-Giron. Là, on a l'impression quand même qu'il y avait 2 postes et une baisse de pluviométrie sur ce site-là plus importante qu'ailleurs. Donc, c'est quand même qu'il y a eu des variations locales et donc que ça rentre dans le modèle, ça explique pourquoi cette zone-là est donnée plus sensible. Justement, cette zone rouge-là, elle ne correspond pas avec du relief spécifique. Il y a pas elle ne correspond pas à une vallée, du coup. C'est ça qui m'étonne. Il n'y a vraiment aucun lien avec le relief. On pourrait dire quels étaient les lignes, les postes qui montraient des déficits à cet endroit-là. Après, ça va être des imprécisions dans les mesures de Météo France. Mais bon, ça avait l'air quand même d'être cohérent avec les données des postes voisins. Ça sera à approfondir.
Cette carte, elle correspond à la pluviométrie. Normalement, elle est inversée. On a une pluviométrie beaucoup plus forte, exactement par rapport aux points rouges, jaunes et verts qu'on a à l'heure actuelle là, sur cette carte. Et donc, en fait, s'il y a eu une année de déficit, c'est forcément là que ça impacte le plus par rapport à votre modèle. Mais c'est juste, c'est vraiment que climatique par rapport à la pluviométrie. Et elle est centrée sur la vallée de l'Aston. Non. La vallée de l'Aston, en fait, c'est pas toute l'Ariège, là, Nathanaël. Aston, c'est encore à l'est de ça. Donc là, c'est vraiment le parc, la zone étendue. Et donc là, le rouge, il correspond au port de l'Hers. C'est sur le port de l'Hers, ça? Ouais, donc en termes de relief, il n'y a pas de correspondance. Une station météo au niveau des fonds de glace, et c'est probablement cet effet-là. Ok. Je ne sais pas si vous avez entendu en visio ce qui a été dit dans la salle. Je veux bien que vous redisiez. Il y a une station, enfin le groupe 1 nous dit qu'il y a une station météo à l'étang de l'Hers et que du coup, peut-être que c'est cet effet-là qu'on voit, peut-être que cette station météo a enregistré des. D'accord. Voilà. Merci. Il y a un peu en effet station météo que là, vous voyez que nous, ici, on avait sur nos cartes. Ok, ouais, c'est la seule station météo qui est un peu en altitude, donc il y a sûrement un effet station météo que eux ils ont eu sur leur carte et c'est peut-être aussi ça qui explique que les anomalies de précipitation soient particulièrement fortes là. C'est peut-être dû à cette station en particulier. C'est le bassin de l'Ador. Alors on me dit que c'est le bassin de l'Ador. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du coup, on avait une proposition de faire une pause de 10 minutes, c'est ça? Avant d'enchaîner sur le groupe suivant. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. À 11h20, on reprend. À 11h20. Je vais couper le micro. J'avais juste en visio, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui avait posé une question par rapport à la plantation, savoir si le fait qu'on soit dans une forêt plantée ou non influençait sur le dépérissement. Et ouais. Il y a quelqu'un qui avait posé une question sur la plantation, savoir si la plantation influençait sur le dépérissement. Et c'était juste pour dire que nous, dans notre modèle, on l'a mis en variable explicative, le fait de savoir si c'était une forêt qui avait été plantée ou régénérée naturellement. Et cette variable est pas ressortie comme significative pour aucun modèle, pour aucune essence. Voilà. C'était juste un élément de réponse. Merci. Voilà.